Je suis Danielle Michel-Chiche, coprésidente de FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui est une association qui a pour objectif principal que les femmes handicapées soient des citoyennes avant tout, c'est-à-dire qu'elles soient des femmes avant d'être handicapées, le handicap n'étant qu'un malheureux hasard de la vie qui s'accroche à nous et qui nous la rend plus difficile, mais qui ne nous empêche pas de faire partie complètement de la cité et d'être dans la cité à tout point de vue. Alors, l'objectif de cet atelier qui s'appelle « Dignité des femmes handicapées malgré les multiples discriminations », l'objectif donc de l'atelier est de montrer la double discrimination que vivent les femmes handicapées pour exercer leur vie citoyenne dans l'éducation, l'emploi, la santé, la représentativité, la vie sociale, le sport, la culture, la politique. Dans tous les secteurs de la vie, elles vivent cette double discrimination d'être à la fois femmes et handicapées. Et leur désir de dignité face aux violences sociales et familiales et dans leur accès à la santé sexuelle et à leurs droits reproductifs est très fort. Alors, nous avons 4 personnes dans ce panel aujourd'hui. Nous avons Claire Dessein, Grace Plondo, Anna Pelaes et Selma Koudry. Donc, je vais leur donner la parole l'une après l'autre et vous les présenter d'abord brièvement. Claire Dessein est avec moi coprésidente de FDFA. Nous sommes 3 en fait à la coprésidence. Pardon, je devais commencer par Grace, je suis désolée. Donc, je commence par Grace Pondo qui aura la parole en premier. Et Grace a fondé en 2019 l'association Handi-Femmes épanouies qui s'adresse et qui interpelle la parentalité, la maternité, la vie politique et la violence en général faite aux femmes en situation de handicap, en collaboration avec FDFA. Grace a d'abord été infirmière de bloc opératoire, puis elle a passé un DU de conseillère conjugale et familiale. Et constatant l'insuffisance de l'accompagnement des femmes en situation de handicap, elle a fondé en 2019 Handi-Femmes épanouies. Elle est membre du conseil d'administration de la Clé et depuis peu membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que moi j'ai envie d'appeler les droits humains, même si ce n'est pas encore le cas. Et elle est également membre de FDFA. Donc aujourd'hui, elle va nous montrer ce en quoi consiste le travail de son association Handi-Femmes épanouies et comment elle accompagne les femmes dans la maternité lorsqu'elles sont handicapées. Grace, je te donne la parole. Non, le son. Grâce, votre micro. Oui, pardon. Bonjour à toutes et toutes. Et donc, je veux juste demander à Astrid, avant de démarrer avec vous, de me faire passer le PowerPoint pour que je sois en harmonie avec ce que j'ai à vous dire. Voilà, merci. Donc, pour la présentation, cette page-là, on peut la passer puisque bon, c'est juste savoir où on en est aujourd'hui, ce qui nous regroupe, sur quoi on veut parler. Donc, moi, je veux faire mon intervention et des remerciements sur l'ensemble de l'équipe et particulièrement à Daniel aussi par rapport à la meilleure présentation, sans toutefois oublier Claire Dessein qui ne me lâche pas, qui m'accompagne, comme faisait Maudit Pio. Donc, tu peux passer à la page d'après. Je fais juste un petit humour parce que j'ai l'accent. Et puis alors, entre-temps, je suis une femme handicapée et voilà que je suis une femme. Donc, la discrimination me suit. Tu peux passer la page.
Pour ne pas revenir, parce que Daniel m'a présenté largement, je veux juste ajouter la vie politique des femmes en situation de handicap m'intéresse beaucoup parce que par ailleurs, je suis politique, quoi. Je fais un peu la politique. Donc, tu peux passer pour qu'on ne reste pas dessus. L'objectif de l'association, en gros, c'est privilégier la prise en considération des femmes en situation de handicap dans le monde, en les intégrant dans la vie politique, gérer les problématiques rencontrées par les femmes en situation de handicap sur le volet santé sexuelle et reproductive de toutes sortes de violences subies. Donc, sur le droit reproductif qu'on va travailler aujourd'hui, écouter, accueillir, accompagner, former, orienter, privilégier les femmes en situation de handicap. Bien sûr, en collaboration avec les réseaux, d'où mon intégration à la clé, et avec l'État, y compris les associations, les institutions, les hôpitaux. Merci, Astrid. Alors, j'ai une vision pour le handicap depuis l'enfance. Je suis très claire et nette dans ce que je veux par rapport à l'handicap. Donc, souvent, on a l'impression que je suis têtue, mais parce que je sais d'où je veux ou ce que je veux faire. Donc, c'est mon champ de bataille depuis. Merci, Aristide. Alors, le contexte aujourd'hui, le 11 février, le gouvernement a évoqué une nouvelle mesure qui m'a vraiment plu, l'aide à la parentalité, qui intégrait en 2021 la présentation de compensation de handicap, qu'on dit par sigle PCH, et le 25, le Conseil national consultatif des personnes handicapées décidait la mise en place du réseau, d'un réseau régional, ce qui m'a fait plaisir, mais je me suis posé quand même une question si c'est l'évolution de la mentalité. Mais n'oublions pas, nous les féministes, de rester vigilantes par rapport à ce qui va se passer dans ces ressources. Merci. Alors après, tu peux passer la page, merci. À ce moment-là, on va parler à partir de maintenant ce qui nous rassemble et ce qui me porte aujourd'hui, c'est la santé reproductive et impact de l'estime de soi. Pourquoi je commence par ça? Mais en commençant par ça, j'ai trouvé une définition qui me parlait beaucoup. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou c'est la pour la santé reproductive. C'est celle d'une psychologue qui s'appelle Katikat Inzak de Québec. En plus, pour la collègue qui va prendre la parole après, elle dit ceci, je donne juste rapidement la définition. On entend le bien-être tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions, et son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de la maladie ou d'infinité. Je dis ça pour voir un peu sur quoi je vais travailler par la suite. Alors, il est évident qu'il faut une nécessité pour séparer, pour dissocier la fécondité et la sexualité. Merci. La page d'après. Et donc, après, je ne peux pas ne pas aborder ce sujet sans intégrer la notion de l'impact de l'estime de soi, que je dis, à savoir si la santé reproductive rime avec le bien-être, comme on a dit tout à l'heure, au niveau mental. Ça veut dire quoi? Il faut un effort collectif pour faire une transmission nécessaire dans les 3 piliers de l'estime de soi qui sont fondamentaux. Si on n'a pas ça, pour moi, on ne peut pas avancer. Donc, je suis obligée, je sais que vous les connaissez. Voilà, merci, c'est ça. Amour inconditionnel que l'on doit recevoir de son entourage, la vision positive de soi et la confiance en soi. Alors,
alors, si on essaie d'ignorer ces 3 piliers, avant de parler du film, je voulais aussi dire que si ces femmes-là n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas comment je veux dire ça, la conscience qu'on acquiert à 8 ans. Elles ne peuvent pas aller vers ce film-là, c'est-à-dire la conscience en soi, la conscience d'avoir une image et la représentation globale de soi. Donc, pour avoir ça, pour arriver à ce que vous allez voir, qu'a dit un écrivain qui s'appelait Friedrich Nietzsche, qui dit « Deviens ce que tu es ». La page d'après, Astrid, s'il te plaît. Donc après, je sais qu'il faut quand même qu'on nous mette tout ce qui est mesures humaines, matériel, technique pour avancer. La page d'après, ça nous amène à savoir que ces femmes-là, elles ont réussi. Je dis ces femmes-là, mais c'est les femmes en situation de handicap, hein, je ne les méprise pas. Elles ont réussi à la fin de prouver qu'elles sont des femmes dignes. Il faut donc sensibiliser. On va montrer le petit film qui nécessite l'importance de nous donner le matériel. Maternité, handicap, 2 mots rarement associés. 2 réalités presque inconciliables dans l'inconscient collectif, comme si pour des centaines de femmes en situation de handicap, le droit de concevoir était justement inconcevable. Nous sommes allés à la rencontre de ces couples qui ont choisi de donner la vie, malgré les préjugés, parfois même de leur entourage, malgré les regards incrédules ou plus grave hostiles, malgré les difficultés de compréhension d'un milieu médical pas toujours armé. On a toujours voulu être parents depuis qu'on s'est rencontrés. A priori, la dernière échographie, si le bébé est bien en bas, on est à 32 semaines. Actuellement, au niveau médical et paramédical, il n'y a pas de formation spécifique sur les situations de handicap. Tu fais gaffe, il y a un poteau là. On a des handicaps, comment on va élever les enfants, comment on va s'en sortir. Si la personne n'a pas confiance en ses qualités, elle ne va pas croire qu'elle peut être mère. On en avait envie l'un comme l'autre, donc handicap ou pas handicap, on ne s'est pas trop posé la question. Donc, la conclusion, elle est vaste, mais je veux juste dire que quand vous voulez savoir comment on peut réfléchir, il faut relire le livre de Maudy Piot qui est La maternité autrement, et Delphine Séguin qui disait « Oser être mère ». Et dans la conclusion, comme le film l'a montré, il nous faut l'État qui vienne vers nous pour essayer de mettre beaucoup d'outils comme le langage des signes, faire la reconnaissance des besoins de ces femmes au niveau de la contraception, et puis à la fin, suivre les associations, comme on dit, Femmes épanouies, qui veut l'aide nécessaire pour aller accompagner ces femmes psychologiquement. Et donc, le slogan de Bandit Femmes épanouies, ce n'est pas un enfant à tout prix. C'est vraiment l'enfant quand on le désire, quand on en a besoin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Grâce. À tout à l'heure, peut-être pour l'échange avec celles et ceux qui nous regardent. Je vais maintenant donner la parole à Claire Dessein. Donc, comme je disais tout à l'heure, Claire Dessein est coprésidente avec moi et Catherine Nouvelon de Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Elle est très active dans de nombreuses associations féministes et j'aurais du mal à citer tous ses engagements, mais clairement, elle a été conseillère technique en 2002-2004 au cabinet de Nicole Hamelin, qui était ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle. Et dans ce cabinet, elle était particulièrement chargée entre autres des droits des femmes handicapées. C'est là qu'elle a rencontré Maudy Piot et qu'elle l'a encouragée à créer son association FDFA en 2003.
Elle vous parlera en 2 mots de femmes de FDFA qui s'occupent donc de la double discrimination femmes et handicap. Moi, je voudrais juste dire encore que Claire Dessein s'investit dans le croisement avec les associations féministes et à plusieurs niveaux, vice-présidente de Réussir l'égalité femmes-hommes, administratrice de la Clé. Elle milite pour une approche du genre dans le handicap, en plus donc d'être coprésidente de FDFA. Elle est secrétaire générale de Handicap, Handifemmes épanouies, dont Grace Fando est présidente, et membre élue du comité femmes du Forum européen des personnes handicapées à Bruxelles. Elle ne va pas traiter aujourd'hui des violences spécifiquement, qui est un des 2 grands volets de FDFA, mais va se concentrer, et qu'on va laisser à nos autres intervenantes. Elle va se consacrer aujourd'hui sur les domaines où les femmes handicapées rencontrent des difficultés et des discriminations en dehors des violences, c'est-à-dire l'éducation, l'emploi, l'accès à la justice et la participation aux prises de décision. En gros, tout le reste de la vie. Claire, je te donne la parole. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Oui. Oui. Oui, bon. Donc, alors effectivement, Daniel a bien parlé de ce qui se passe à Femmes pour le dire, Femmes pour agir, donc je vais passer rapidement. Donc, c'est surtout pour montrer que nous sommes femmes avant tout et que la double discrimination que vivent les femmes handicapées, donc c'est le travail sur lequel nous luttons. Bon, je passe donc sur les violences en vous disant que FDFA a un gros volet de travail sur les violences, un site, une formation qui sont très importants. En France, donc d'après l'enquête de l'INSEE de 2007, vous voyez, on n'a pas beaucoup de chiffres plus récents, 9,6 millions de personnes, soit 24% de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont considérées comme handicapées. Et parmi elles, 54% sont des femmes. Donc, il y a plus de femmes handicapées que de pourcentage de femmes dans la population active. La loi de 2005 en France, donc, qui est celle qui concerne les droits des personnes handicapées, a créé une politique fondée sur le régime de la solidarité. Mais contrairement à ce qui se passe au niveau de la Convention de l'ONU, en France, c'est toujours une définition qui est centrée sur la personne, les déficiences, les incapacités, ne prend pas assez en compte la notion d'interaction avec l'environnement. Et le gros problème que l'on a en France aussi, c'est que la politique du handicap est confiée aux affaires sociales et à la santé, et du coup, les autres acteurs politiques et sociaux ne s'occupent pas assez de cet enjeu. Donc, que ce soit de l'emploi, dans l'éducation, c'est très difficile de faire passer le côté transversal du handicap. Donc, une approche croisée qui est très important de voir que l'on est à la fois, ce sont des femmes et ce sont des personnes handicapées. Et c'est cette double approche qui permet de comprendre les formes de domination et de discrimination qui sont différentes pour une femme handicapée que pour un homme handicapé. Il y a une double invisibilité. Dans les politiques du handicap, il n'y a pas d'approche genrée. L'invisibilité des femmes est renforcée par le manque de données statistiques et sexuées dans les chiffres et les pourcentages qui concernent les personnes handicapées. Absence de femmes dans les instances de décision, il y en a un petit peu plus maintenant depuis que l'on combat dessus. Et dans les politiques d'égalité femmes-hommes, il n'y a pas d'approche transversale du handicap. Manque de formation handicap, et donc le FDFA se bat beaucoup pour que dans toutes les politiques sur les violences vécues par les femmes handicapées soient bien incluses. Les conséquences de cette invisibilité, c'est que ce sont les hommes qui bénéficient en majorité des dispositions et des préconisations. Ainsi, l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés au masculin ne contient aucune mention de mixité. Donc, il est difficile de connaître la réalité de la situation des femmes handicapées et donc l'évaluation de l'effectivité des droits des femmes en situation de handicap. Donc, comme l'a dit Daniel, je vais donc traiter de 4 problématiques très discriminantes. Première problématique, c'est la discrimination dans l'éducation. En France, 46% des personnes qui sont reconnues handicapées sont sans diplôme ou possèdent uniquement le brevet des collèges, 16 ans, contre 28% de la population totale. Par contre, les femmes reconnues handicapées sont plus nombreuses à avoir des diplômes supérieurs, 28% de femmes contre 22% d'hommes.
Elles sont aussi confrontées à beaucoup de stéréotypes de genre. En particulier, on leur dit les filles ont moins besoin de formation que les garçons, la famille s'occupera d'elles. Et dans l'orientation, il y a des grosses différences. On les oriente souvent dans des filières traditionnellement féminines comme le care, les emplois de bureau, la comptabilité, sans s'occuper de leurs choix personnels. On trouve également un manque d'accessibilité des écoles et des lieux de formation. Les parents ont peur d'envoyer leurs filles en internat parce qu'ils ont peur des violences sexuelles. Et les choix sont faits en fonction du handicap et non des aptitudes et désirs personnels. La conscience du besoin d'éducation et de formation est beaucoup moindre pour les filles. Elle fera au moins les tâches ménagères à la maison. Résultat, elles ont des emplois peu rémunérés, précaires, du temps partiel, et donc pas d'autonomie financière. Nos préconisations, c'est de sensibiliser les enseignants, les personnes en charge de l'orientation à diversifier les filières pour les filles et femmes handicapées. Former les professionnels qui sont chargés des personnes handicapées à l'approche du genre, en particulier les référentes handicap dans les universités, les chargés de mission handicap. Augmenter les places d'internat pour les filles handicapées dans des endroits sécurs et enfin renforcer l'accessibilité des lieux de formation. Dans l'emploi, les personnes handicapées rencontrent d'énormes difficultés pour arriver sur le marché du travail. Le handicap est considéré par le défenseur des droits comme un des principaux critères discriminants. 72% des saisines dans l'accès à l'emploi. Et les femmes handicapées ont 2 fois moins de chances de trouver un emploi que les hommes handicapés. Il y a un regard très contradictoire sur les femmes en situation de handicap. On les juge courageuses, volontaires, fortes, mais en même temps, on les perçoit comme lentes et inadaptées. Et on leur confie des tâches bien en dessous de leurs compétences, voire on les met au placard et on leur dit « sois déjà bien contente d'avoir du travail ». En France, on a donc un taux d'emploi de 36% pour les personnes handicapées. Les femmes handicapées sont beaucoup dans la fonction publique. 57% des personnes handicapées sont employées dans la fonction publique et 30% de femmes handicapées sont parmi les créatrices d'entreprises. Le taux de chômage est de 19%, alors que pour la population active, il est entre 8 et 9%. Dans l'Union européenne, leur taux d'emploi est faible, 18,8%, alors que les hommes handicapés ont un taux d'emploi de 28,1%. Il est vrai que l'on considère là aussi toujours qu'un homme va être celui qui va gagner sa vie, donc il faut absolument qu'il ait un travail. Pour les femmes, c'est toujours considéré un peu comme superflu ou comme un hobby. D'autre part, on trouve un manque de formation à l'approche du genre des personnels des services pour l'emploi. Il y a peu de services de garde d'enfants qui sont accessibles. L'organisation de temps de travail est difficile parce qu'il faut concilier les soins, le travail, la vie familiale et professionnelle. Donc, il y a de nombreux temps partiels. Peu d'accès aux formations professionnelles parce qu'il est difficile souvent pour elles de se déplacer ou d'avoir des problèmes ou d'avoir quelqu'un pour garder leurs enfants. Les plans de carrière sont difficiles. Souvent, on les confine dans un même poste. On leur propose une retraite anticipée. On leur dit même qu'il vaut mieux qu'elles demandent des allocations plutôt que de travailler. Et de plus, elles sont aussi souvent victimes d'exploitation professionnelle, voire de harcèlement et de violence au travail. Encore plus que les femmes dites valides. Concernant l'accès aux responsabilités, elles se heurtent au plafond de verre qui est placé encore plus bas pour les femmes valides. Les préjugés commencent dès les études supérieures. On leur dit que ce n'est pas la peine qu'elles continuent à faire des études si importantes puisqu'elles ne pourront pas trouver un emploi qui correspond à leurs compétences. Seulement 1% des femmes handicapées qui travaillent sont cadres en France, contre 14% de l'ensemble des femmes en emploi. On leur propose peu de formation, peu de promotion, et elles ne se trouvent pas des postes de responsabilité dans les entreprises, les syndicats, ni à haut niveau dans la fonction publique. Donc, nos préconisations, c'est recueillir des données sexuées, très importantes, alors qu'il faudrait créer des indicateurs spécifiques sur les femmes handicapées. Il faut sensibiliser à la dimension du genre, les structures d'aide à l'emploi, comme Cap Emploi, développer les gardes d'enfants, sensibiliser les syndicats, intégrer une approche genrée dans les différents volets des négociations collectives et plans d'action sur l'emploi des personnes en situation de handicap,
Promouvoir des modèles de réussite, on n'en propose pratiquement jamais. Augmenter la représentation, la participation des femmes handicapées dans les processus de décision, et instaurer une pension de retraite progressive pour qu'elles puissent prendre leur retraite tranquillement en plusieurs temps. Merci. Maintenant, concernant un troisième sujet qui est très important, c'est l'accès à la justice. Alors, je ne traite pas là maintenant des violences qui vont être traitées par Selma, mais donc il y a tout un problème pour que les femmes et les filles handicapées puissent avoir accès à la justice. D'abord, il y a un manque d'informations sur leurs droits. Ensuite, il est très difficile pour elles de porter plainte lorsqu'elles subissent des violences. Soit elles ont peur d'être abandonnées par la personne qui souvent est celle qui est l'agresseur et souvent la personne qui est aussi avec elles au quotidien, soit elles ont peur de ne pas être crues. Leur isolement leur rend difficile les recours à la police ou aux services sociaux et on ne fait pas confiance à leurs déclarations. Il y a également un problème d'accessibilité des commissariats, des tribunaux et surtout un grand manque de formation des professionnels, les policiers, les magistrats, les avocats, les médecins. D'ailleurs, on commence à en prendre conscience et FDFA fait des sensibilisations envers les policiers en particulier. Claire, il faut conclure. Il faut que je conclue. Bon, donc, quatrième chose, c'était donc le problème de la prise de décision. Donc là aussi, elles sont souvent loin des prises de décision et de participer à la vie citoyenne. Donc, alors, je voulais aussi parler quelques minutes de l'impact du Covid-19, donc qui a fait qu'il y a une diminution de l'accès aux biens et services, des effets négatifs sur la santé physique et mentale, une augmentation de leur isolement du fait de l'absence de visite. Donc, ce qui est important surtout, c'est que maintenant, l'approche du handicap soit absolument dans tout ce qui est les domaines qui concernent les femmes et dans toutes les politiques sur le handicap, qu'il y ait bien l'aspect genré qui soit mis et beaucoup de formation qui est nécessaire. Merci beaucoup, Claire. Et comme je suis en même temps jugée partie, je me permets d'insister sur le manque de chiffres que nous avons concernant les femmes handicapées, c'est-à-dire les enquêtes ne font jamais ressortir le pourcentage de femmes handicapées qui sont incluses, par exemple, dans les violences. Nous venons de lancer un hashtag, enfin un mot dièse inceste handicap et nous n'avons aucun chiffre sur la question. Donc, à chaque fois, nous sommes obligés de faire nos propres questionnaires et nos propres pourcentages. Elles ne sont jamais prises en compte dans les enquêtes. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Je vais maintenant donner la parole à Selma Quidri. J'espère qu'elle ne s'est pas endormie depuis parce que je la félicite. Il est 6 h du matin pour elle, 6 h 30 maintenant. Selma Quidri est directrice générale et cofondatrice de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, INEEI-PSH. Vous avez quitté votre Algérie natale il y a 25 ans et vous avez choisi le Québec, donc qui est maintenant votre pays d'adoption, où vous vous êtes réalisée professionnellement et épanouie personnellement en tant que femme immigrante en situation de handicap. Ce qui voudrait dire que le Québec est plus accueillant peut-être. Bon, vous nous direz tout à l'heure. Militante convaincue, travailleuse engagée, vous avez travaillé activement pour l'avancement des personnes handicapées, surtout les femmes et les filles. Votre parcours professionnel et activiste vous fait vous occuper essentiellement des violences et de la discrimination et de l'autonomisation par l'accès au marché du travail, de l'inclusion sociale et citoyenne, bien entendu. Comme toujours, c'est le problème. Et vous travaillez essentiellement sur l'inclusion des femmes handicapées dans la société québécoise. Je vous donne la parole. Vous avez 10 minutes. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de me donner cette occasion de me présenter ici avec vous aujourd'hui. Pas mal tôt, hein? Je me réveille à 5h30 du matin, donc je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et merci pour les présentatrices qui m'ont devancé, qui ont présenté un profil assez intéressant qui ressemble beaucoup à ce que je vois ici au Québec
et au Canada. Donc, permettez-moi, je ne vais pas revenir sur la présentation, vous l'avez bien fait, Daniel, merci. Donc, je suis ici depuis plus de 25 ans, ici au Québec et au Canada. Donc, arrivant ici, ce n'est pas parce que c'était un meilleur pays, mais c'était comme ça, c'est tout. Donc, l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est un organisme que l'on a fondé, que j'ai cofondé avec d'autres personnes, bien que ça faisait plus de 20 ans de travail dans le milieu des personnes handicapées, surtout les femmes et les filles handicapées dans plutôt les 10 dernières années, où j'ai beaucoup travaillé sur des dossiers d'empowerment pour les femmes, beaucoup plus. Donc, il a été cofondé quand même, c'est tout récent, en 2018, mais avec beaucoup de collaborateurs, de travailleurs et travailleuses qui ont été dans le milieu des personnes handicapées, mais beaucoup dans le milieu de la recherche aussi, de l'éducation et surtout de la réadaptation. Donc, on est un organisme provincial, plutôt national, qui est à but non lucratif, comme on appelle ici au Québec, qui est en parfaite adéquation avec la définition du handicap telle que définie, en fait, présentée par la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées de l'ONU et en parfaite aussi adéquation avec le modèle de développement humain du processus de production du handicap qui a été développé depuis les années 70 par le Réseau international pour le processus de production du handicap aussi, dont le docteur Patrick Fougerellas, qui est notre vice-président aussi. Donc, nous travaillons, notre mission à la base, c'est vraiment de travailler en complémentarité avec les autres organisations qui existent sur le terrain pour l'élimination, en fait, en offrant des programmes et services pour l'élimination de toute forme de violence, quelle qu'elle soit, et de discrimination pour toutes les personnes pour toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, leur genre ou leur origine ethnoculturelle, mais aussi on travaille pour promouvoir l'équité, en fait, l'équité en droit pour atteindre l'égalité de fait, hein, l'égalité de genre, l'égalité femmes-hommes surtout, l'égalité, plutôt promouvoir aussi cette équité pour atteindre l'égalité et l'inclusion de toutes et de tous. Donc, si vous permettez brièvement, moi je vais vous parler, j'aurais pu vous parler de tout ce qui a été dit avant parce qu'on vit les mêmes réalités, les mêmes situations, mais moi, je vais me concentrer beaucoup plus sur les femmes et les filles et la situation des violences que l'on vit ici au Québec et au Canada. J'irai peut-être d'abord pour préciser un petit peu que notre approche avec laquelle on travaille, c'est vraiment une approche dans un cadre d'analyse féministe intersectionnelle en combinaison avec ce que je viens de dire, le modèle de développement humain pour le processus de production du handicap. C'est vraiment de comprendre que le handicap, c'est pas la personne elle-même, c'est pas la femme, c'est pas la fille, c'est vraiment avec l'approche intersectionnelle, c'est de comprendre qu'on est, si je prends mon exemple, comme disait tout à l'heure Grace, je suis une femme, je me présente toujours comme je m'identifie comme une femme en situation de handicap, immigrante, donc ça fait de moi tout un paquet de choses avec des réalités différentes qu'une autre femme qui serait peut-être handicapée, mais qui serait québécoise ou autre, donc on n'a pas les mêmes réalités, donc on ne vit pas peut-être les mêmes discriminations, ni on n'aurait pas les mêmes privilèges, et viendrait s'ajouter aussi le modèle pour le processus de production du handicap. Donc, permettez-moi juste de présenter que ici au Canada, en 2014, 2017, on comptait quand même 23% de la population canadienne comme étant des personnes en situation de handicap. En fait, c'est des personnes qui se sont autodéclarées comme vivant des limitations, qu'elles soient visuelles, physique, intellectuelle, psychosociale ou autre. Donc, 23% de la population, ce qui fait quand même 6 millions, plus de 6 millions. Mais à savoir que plus de la moitié sont des femmes. Au Québec, on compte plus de 1 million de personnes en situation de handicap et encore une fois, plus de la moitié sont des femmes. Et ça, c'est une population de 15 ans et plus, donc qui se sont autodéclarées comme étant des personnes en situation de handicap. Donc, pour nous, c'est important de préciser que ce sont, même si c'est plus de 1 million, ce sont des femmes à part entière. Pour nous, c'est important de le préciser. Ce sont des
femmes qui font partie de groupes de population, de groupes autochtones, immigrantes, racisées, réfugiées ou nouvellement arrivées, ou des Québécoises ou Canadiennes, de différentes orientations sexuelles aussi, c'est important de le préciser, mais qui s'identifient comme étant des femmes en situation de handicap. Si on parle de la violence faite aux femmes en situation de handicap aussi au Québec, les violences sont faites aux femmes en général. Les femmes en situation de handicap le vivent autant que celles qui ne sont pas, qui ne s'identifient pas comme telles. Donc, on peut parler des violences conjugales, violences sexuelles. Nous, on ajoute les violences systémiques aussi, et on ajoute aussi les violences institutionnelles que vivent des filles et des femmes en situation de handicap. Je ne vous donnerai pas de chiffres parce qu'on a un déficit dans ce contexte-là. Les femmes, par exemple, ici au Québec, on parle beaucoup de plans d'action pour l'élimination des violences. Toutes les 5 années, on a un plan d'action qui est pensé par nos gouvernements et par toutes les... au niveau pour l'élimination de ces violences-là. Et on nomme souvent, c'est depuis 95, on commence à nommer les femmes handicapées comme étant un des groupes les plus vulnérables. On les nomme en haut de page et tout ça, mais quand il s'agit des mesures à mettre en place pour l'élimination, ben les femmes en situation de handicap et les filles disparaissent pour devenir un groupe compact qui est personnes handicapées. Et toutes les mesures qui sont mises en place, c'est de dire juste, il faut sensibiliser, et il faut regarder à ce qu'on parle de violence, mais pas spécifiquement de violence faite aux femmes en situation de handicap. Les dernières années, ça commence un petit peu à changer le travail des femmes, surtout les femmes en situation de handicap. Nous-mêmes, comme organisation, on a été très présents sur tous les plans au niveau politique aussi pour faire des représentations, des plaidoyers pour dire que non, en nommant les femmes handicapées comme étant des potentielles victimes, des survivantes des violences. Donc, c'est important de mettre des mesures en place pour cette élimination. Alors, c'est ce que l'on vit ici au Québec. Je rappelle un petit peu l'article 16 de l'ONU pour la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées, le droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance. Les États parties, dont le Canada et le Québec, qui ont été signataires et qui ont ratifié en 2010, les États parties prennent toutes les mesures les législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, surtout les femmes, à domicile ou à l'extérieur. Donc, c'est important de le préciser, mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Quand on regarde, ce n'est pas ce qui se passe. Les femmes handicapées, qu'est-ce qu'elles vivent? Elles vivent des violences psychologiques, verbales, refus de services, par exemple, destruction de biens, des violences financières, l'autonomie financière qui disparaît, ou les femmes qui sont sous le joug de l'abuseur aussi, donc une absence d'autonomie financière, des violences sexuelles, physiques, le racisme, le capacitisme aussi, ou ce qu'on appelle chez vous en France le validisme, la discrimination fondée, ce que je viens de dire sur la capacité physique, ce qui est le capacitisme, discrimination fondée sur la condition neurologique et la cyberintimidation. Donc, ce sont vraiment des facteurs de risque et des facteurs de violence, plutôt des situations de violence que vivent les femmes en situation de handicap. Mais une fois qu'on a établi ce fait, les mesures ne viennent pas sur le terrain pour pouvoir éliminer ces formes de violence pour les femmes. Mettons par exemple l'absence de dénonciation. Les femmes ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les études qu'on a faites, les études qualitatives, plutôt au terrain, où on ne peut pas avoir des chiffres, c'est les organisations seulement qui s'occupent de ça. Donc, les femmes ont peur des répercussions. Elles ne dénoncent pas, surtout quand ça se passe dans des institutions. Elles ne dénoncent pas. Oui, hein, on a passé le temps. Hein. Je m'excuse. Un tout petit peu. Allez. D'accord. Donc, c'est qu'elles ne dénoncent pas parce que pas mal de facteurs de discrimination, la police, la famille ne les croit pas, même les services sociaux, on ne croit pas la femme en situation de handicap ou la fille qui vient de parler, j'ai été agressée, j'ai été ceci, donc elles ne sont pas crues. Et souvent, les femmes, elles sont pensées comme étant asexuées, donc on se dit qui va les violenter ou qui va plutôt les agresser, c'est impossible, ce qui n'est pas le cas. Donc, si on revient vraiment, je peux juste dire une statistique. Par exemple, en 2014, au Canada, on a statué que 39% de femmes ont déclaré avoir vécu une violence et
dans ce 39%, la majorité des violences déclarées, c'était des violences conjugales et c'est des femmes qui avaient subi des blessures corporelles en raison de l'incident violent, c'est quand même 46% de ces femmes-là, et avoir craint pour leur vie, 38% par rapport à 14%. Donc, c'est important de le préciser. Et donc, il y a des mesures à mettre en place, que ce soit comme organisation, le travail se fait. Nous, c'est de la sensibilisation beaucoup que l'on fait, mais c'est des actions, c'est des services qu'on met en place. Les femmes peuvent dénoncer. Les femmes ont des services maintenant qu'on a mis, par exemple, l'accompagnement et le soutien psychosocial dont les femmes ont besoin pour pouvoir parler, pour pouvoir créer des espaces sécuritaires pour elles. Donc, je terminerai là-dessus. Peut-être qu'on mènera la discussion après pour pouvoir un petit peu parler de nos outils. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Selma. J'ai envie de dire que ça nous fait chaud au cœur d'entendre les mêmes choses que ce que nous disons. Et en même temps, ça augmente notre rage parce que ça veut dire que les discriminations, les violences, etc., que subissent les femmes handicapées sont universelles. Donc, c'est vraiment un sentiment mêlé que je ressens de vous dire, allez, on fait une ronde, on se fait chaud et on se bat ensemble. Et en même temps, quelle rage que ce soit partout pareil. Voilà, alors ça c'était vraiment un sentiment personnel, mais je suis sûre que plusieurs d'entre vous, là, dans le panel, le partagent. Je vais maintenant donner la parole à Anna Pelaez qui va, hélas, nous confirmer les choses. Anna Pelaez est espagnole et malvoyante. Vous êtes au CERMI, le Comité espagnol des représentants des personnes handicapées, commissaire pour le genre et l'égalité et vice-présidente exécutive de la Fondation CERMI Mujeres. Vous êtes vice-présidente du Forum européen des personnes handicapées et présidente du Comité des femmes. Depuis 2019, membre du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Et en février 2021, vous avez été élue comme l'une des vice-présidentes du comité CEDAW pour la période 2021-2022. Et bien sûr, vous allez nous parler des violences faites aux femmes handicapées. Anna, je vous laisse la parole. Il faut que vous teniez les 10 minutes pour que nous ayons 5 minutes de discussion après. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Oui. Oui, merci beaucoup. Et premièrement, j'aimerais bien féliciter à la CLEF pour l'organisation de cet atelier que je le trouve essentiel. J'aimerais bien aussi donner ma reconnaissance et ma gratitude à Claire Dessin et qui travaille très bien par rapport à la situation de la femme handicapée en France comme membre du comité des femmes du Forum européen des personnes handicapées. Et quelle information de base est disponible par rapport à la situation des femmes et filles handicapées? Et si on prend en considération l'information donnée par les Nations Unies, on voit qu'une de chaque 5 femmes vivent avec un handicap. Et la prévalence de l'handicap, c'est meilleur entre les femmes qu'entre les hommes en situation d'handicap. Les facteurs qui contribuent à ces situations, c'est les statuts socio-économiques, qui est beaucoup plus basse dans les cas des femmes en général. La violence contre les femmes et la violence de genre qui finalement produisent aussi une situation d'handicap. Les pratiques qui sont nocives et discriminatoires contre les femmes en général, comme par exemple l'avortement pratiqué dans des conditions dangereuses, par exemple la mutilation génitale féminine ou par exemple les stérilisations forcées et des autres traitements forcés aussi contre les femmes. Et il faut savoir que même si une de chaque 5 femmes, c'est une femme en situation de handicap, et pas tout le monde a la reconnaissance de cet handicap. Et parce que d'ailleurs, il y a aussi
une discrimination par rapport à ça, puisqu'il y a pas mal des maladies et des situations qui provoquent un handicap qui est vraiment reconnu officiellement par les États comme une discrimination directement et comme une forme d'handicap. J'aimerais bien fixer l'attention aujourd'hui par rapport à la situation de la pandémie qu'on est en train de vivre parmi les différents pays. C'est bien connu que le Covid et la situation pandémique affecte beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Et ça, c'est à cause surtout de la violence, à cause de soins, parce que les femmes s'occupent beaucoup plus des autres que les hommes. Et c'est aussi à cause de tout ce qui est la violation des droits sexuels et reproductifs, et aussi ça affecte beaucoup plus à la femme parce que c'est aussi la femme surtout qui travaille dans les domaines de la santé, donc elle est beaucoup plus risquée à avoir le Covid, par exemple. Mais si on parle de la situation pendant 7 ans de pandémie, il faut aussi penser à quelle est la situation par rapport aux femmes et filles en situation d'handicap. D'abord, il faut dire que quand on analyse l'impact de la pandémie par rapport à la fille et femme en situation de handicap, il faut penser à d'abord voir quels sont les obstacles par rapport à l'accès à l'information et à la communication. Il faut aussi réviser la prévalence de la institutionnalisation chez les femmes et filles en situation de handicap. Il faut aussi penser à tout ce qui c'est la violence contre les femmes et filles handicapées pendant les temps de pandémie. Et aussi, il faut penser à la capacité légale et à l'accès à la justice. Il faut penser aux droits sexuels et reproductifs et comment est-ce qu'ils sont violés aussi pendant ces temps difficiles. Il faut aussi penser à l'accès à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à la santé et bien sûr aussi à l'accès aux mesures pour la récupération et aussi là inclut l'accès à la vaccination. Par rapport à l'accès à l'information et la communication, donc ça c'est les premiers domaines très importants chez les femmes et filles handicapées, il faut prendre en considération que la plupart de l'information pendant 7 ans de pandémie, c'était en Internet, sur les social media, et il faut penser qu'il n'y a pas beaucoup de femmes handicapées qui sont vraiment instruites dans l'utilisation de tout ce qui sont les outils numériques. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un obstacle très grand pour elles pour accéder à toute cette information. Il faut aussi dire que la communication et l'information doit être tout à fait accessible, pas seulement par rapport à tout ce qui est l'information qui s'adresse aux questions de l'handicap, ou par exemple, pas seulement pour l'information générale de la population générale. Aussi, il faut être sûr que l'information qui est dirigée spécifiquement aux femmes, c'est tout à fait accessible pour les femmes en situation de handicap. Quand on parle d'accessibilité, il faut penser aussi à la diversité des femmes en situation de handicap. Et spécialement, il faut penser qu'il y a des femmes
qui sont sourdes, des femmes qui sont aveugles comme moi, des femmes qui sont sourdes aveugles, des femmes avec de la paralysie cérébrale, je ne sais pas si on dit comme ça, aussi les femmes qui ont un handicap, par exemple, intellectuel ou psychosocial. Et donc, toute l'information et toute la communication devrait être tout à fait accessible pour toutes ces femmes que je viens de nommer. Et par rapport à tout ce qui est la prévalence de l'institutionnalisation, ça, c'est vraiment une question très préoccupante. Il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes et filles handicapées qui continuent habitant dans des institutions qui sont fermées, qui sont ségrégées et qui sont contre les droits à vivre dans la société et dans la communauté. Et ça veut dire aussi que, et spécialement pendant 7 ans de pandémie, il faut vérifier que toute cette institution fermée, surtout des personnes âgées, parce que la situation de l'âge, c'est très préoccupant pour les femmes en situation de handicap. La plus grande part de ces populations de femmes handicapées sont des femmes âgées. Et ça veut dire que beaucoup d'elles vivent dans des institutions de personnes âgées, sans aucune révision, aucune surveillance. Et il faut assurer que dans cette institution, les droits humains sont reconnus pour toutes ces populations des gens qui vivent là-bas, spécialement des femmes âgées avec un handicap. Et aussi, il faut vérifier que très souvent, quand on rentre dans des institutions, la tutelle de la personne passe à la personne qui dirige l'institution. Et ça, c'est tout à fait contre les droits et la protection de ces populations. Anna, vous m'entendez? Oui, pardon? Une minute. Une minute. Une minute. Ah oui, je suis au milieu de mon intervention, pardon. Comment? J'essaierai d'arriver jusqu'au... Quand on parle de la violence contre les femmes et filles handicapées, il faut dire que pendant 7 ans de pandémie, il y a beaucoup plus de violences dans les familles et dans les différentes parties de la société. Pas parce que c'est une violence qui vient du partenaire, de la personne qui est avec la femme handicapée. Sa violence vient aussi de la famille et de gens qui habitent autour de la femme handicapée. Et il faut dire que malheureusement, pendant 7 ans de confinement et de pandémie, il n'y a pas de réponse de l'administration publique parce que surtout les services spécifiques pour la violence contre les femmes ne sont pas ni accessibles, ni sont pas non plus inclusifs. Par rapport à la capacité légale, et ça c'est aussi un grand obstacle. Les femmes, il y a beaucoup de femmes handicapées qui n'ont pas la capacité légale et qui sont en tutelle pour une autre personne. Et ces pratiques, c'est contraire à la CRPD, comme vous savez aussi, et ça provoque beaucoup de discrimination et aussi ça empêche à la femme d'accès à la justice. Si on parle des droits sexuels et reproductifs... Je suis obligée de vous interrompre, Anna, parce qu'il nous reste 5 minutes, nous avons des questions et nous n'allons pas pouvoir les prendre. C'est malheureux parce que j'aimerais bien donner mes recommandations, mais je comprends. Nous allons donner une recommandation générale à la fin. Je vais vous donner les questions. Alors, on demande à plusieurs reprises à Grace où peut-on trouver l'intégralité d'une intervention qu'elle aurait fait sur son sujet et peut-être le film, les coordonnées du film. Donc, vous pouvez mettre ça dans le chat, Grace, tu peux le mettre.
Une question à Selma. Bonjour, pensez-vous qu'il serait nécessaire et utile que les juristes et autres professions du droit soient formés à utiliser la CDPH? Je suis juriste. Tout à fait. Je suis juriste en Suisse, je n'en ai jamais entendu parler que récemment et parce que je m'y suis intéressée. Tout à fait, je pense qu'il est important d'être formé. Nous-mêmes, on met de l'avant beaucoup tout ce qui est en lien avec la CRDPH. C'est vrai que c'est le dernier recours pour les pays. Chaque pays a ses propres lois, ses propres plans d'action, mais c'est le dernier recours comme outil de défense pour les personnes discriminées, pour les personnes marginalisées. Mais c'est important que les personnes elles-mêmes prennent plutôt, s'approprient cet outil pour pouvoir défendre leurs droits. On voit le Canada, par exemple, il fait beaucoup de représentations au niveau international, surtout les pays en voie de développement, et c'est important de soutenir ces pays-là, sauf que dans le pays même, au Canada, nous voyons que beaucoup de groupes marginalisés sont quand même, n'ont pas accès à leurs droits, à l'exercice de leurs droits. Donc, pour nous, c'est très important que cet outil-là soit utilisé par les juristes, par tout ce qui est dans le milieu judiciaire. Nous-mêmes, nous essayons de former, que ce soit des avocats, des policiers, ainsi de suite, avec la CRDPH, et aussi pour pouvoir soutenir les femmes et les familles de ces femmes-là en situation de handicap quand elles viennent présenter des plaintes ou qu'elles veulent avoir recours au système judiciaire. Donc, c'est très important de... Je suis d'accord avec ça, complètement. Une autre question, est-ce que les associations représentées par les intervenantes travaillent avec APF France Handicap? Claire? Vous m'entendez? Oui. Le problème, c'est que là, ici, nous sommes toutes des associations qui sont dans le réseau de la clé. Or, APF France Handicap, c'est une très grosse association mais effectivement, nous avons des liens avec eux, en particulier quand on est au forum des personnes handicapées, au forum européen des personnes handicapées. Ok. Une question d'Olivier Manseron. Que pensez-vous de l'image du corps disgracié par le regard des valides? Ne pensez-vous pas que c'est ce regard valide qui est analysé et à combattre avant tout? Alors, si vous permettez, je vais répondre. Parce que je pratique beaucoup les États-Unis, où j'ai vécu. Je peux vous dire que c'est une société beaucoup plus inclusive, d'abord parce qu'elle est beaucoup plus accessible et beaucoup plus inclusive depuis toujours, et que du coup, le regard n'existe pas. Le regard sur le handicap, et je l'expérimente moi-même sur les plages et dans les piscines, puisque j'ai une jambe artificielle, le regard insistant n'existe pas parce que les handicapés sont partout, parce que la société est inclusive. Il y a d'autres problèmes, bien sûr, mais en tout cas, celui-là tient au fait que plus il y aura des handicapés partout dans tous les lieux de la société, moins on les regardera et moins on portera ce regard valide qui les juge et qui les met à part. Merci. Et la clé, enfin les organisatrices de ce forum ont déjà écrit des recommandations pour notre ministre, Madame Moreno, et pour l'ONU sur différents domaines. Et je vais vous lire rapidement le petit paragraphe qui concerne les femmes handicapées. Droits fondamentaux de la femme, donc c'est le point 15 de ces recommandations. Former les professionnels aux problématiques des femmes handicapées et fournir aux enfants et aux adultes en situation de handicap une éducation à la vie affective et sexuelle dans la dignité et le respect de l'autre. Ce sera notre conclusion. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir joué le rôle de Cerbère, mais c'est un rôle assez ingrat. Mais 4 personnes dans un panel et 4 bavardes dans un panel, c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir assisté à cet atelier et à tout à l'heure pour les autres qui vont être tout aussi intéressants. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.